Initié très jeune à la plongée, Luc Long a suivi des études d'art et d'archéologie à l'université d'Aix-en-Provence, études qui le mèneront, naturellement, à l'archéologie sous-marine. À 26 ans, il entre au DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de Marseille, et commence à mener de très nombreuses fouilles sous-marines qui, en 2007, aboutiront à une importante découverte dans le Rhône, près de la ville d'Arles. Il s'agit d'un buste de Jules César, daté de 46 avant notre ère, et qui va faire reconnaître Luc Long internationalement. Les fouilles qu'il mène au large des Saintes-Maries de la Mer ont révélé une concentration extraordinaire d'épaves, dont l'étude lui permet de déceler la forme d'un littoral antique. Grâce à son grand talent de dessinateur, Luc Long ressuscite une période inconnue de l'histoire du Rhône, maintenant sous les eaux. Depuis plusieurs décennies, avec mes équipes et avec le DRASM, on intervient au large des Saintes-Maries de la Mer, où on a mis au jour, donc on peut le dire aujourd'hui, près d'une soixantaine d'épaves antiques, ce qui fait de cette zone le secteur le plus riche, finalement, le plus gros cimetière d'épaves antiques, puisqu'il y en a beaucoup plus à Marseille, mais elles sont dispersées dans la rade, tandis que là, elles sont toutes concentrées au niveau d'une ancienne embouchure. Et c'est par là que les bateaux romains montaient et descendaient au 1er siècle, notamment au début de l'Empire, avec une énorme densité économique dans ce secteur, qui est également facile à repérer grâce aux vestiges portuaires qui sont associés à ces épaves. Oui, alors il y avait une zone de rupture de charge au niveau des Saintes-Maries de la Mer, où là les gros bateaux de mer ne pouvaient pas remonter le Rhône. Ils avaient une quille trop profonde, au moins 3 mètres, 3 mètres 50. Donc des bateaux à fond plat, fluvio-maritimes, venaient les décharger. Et ces bateaux fluvio-maritimes remontaient jusqu'à Arles, jusqu'ici. Là, il y avait un port sur l'autre rive, là, en face de nous. Et ensuite, ces marchandises, elles passaient sur un autre type de bateau, des chalands à fond plat, typiquement fluviaux, qui pouvaient aller au moins jusqu'à Lyon. Alors, on a pas mal recherché, en effet, au large de la Camargue, un temple grec, le temple d'Artémis, parce que ce sont les géographes grecs, notamment Strabon, Pline aussi en parle, qui évoquent l'existence d'un temple d'Artémis qui a été édifié par les Grecs de Marseille à l'embouchure du Rhône, sur une île que formait cette embouchure. Donc le problème, c'est de savoir de quelle embouchure il s'agit. Il y en a eu plusieurs. On a tantôt pensé que c'était plutôt du côté de Fos-sur-Mer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les vestiges de cet avant-port portuaire, alors pour construire ce temple, les Grecs de Marseille amenaient des pierres de la couronne, celles qu'ils ont utilisées pour édifier les remparts, ce calcaire rose qui est bien connu. Et, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de pierre native à 100 km à la ronde en Camargue, entre Aigues-Mortes et Port-Saint-Louis. Donc les Grecs amenaient, mais ils amenaient les pierres par bateau, mais ça c'est pas un problème. On a des navires qui amènent des blocs de marbre de 30 tonnes depuis les carrières de Luni en fait, et de Carrare. Donc c'était pas vraiment un problème. L'essentiel, c'est que ces pierres, justement, elles ont pu être récupérées à partir du moment où la mer a commencé à envahir en fait cette zone dès lors que le Rhône ne coulait plus là et n'apportait plus de sédiments pour enrichir systématiquement tous les jours ces îles qu'il avait construites, quoi. Donc il est clair qu'à la fin de l'Antiquité, entre la fin de l'Antiquité et le XVe siècle, tout ça est passé complètement sous l'eau et que les pierres ont pu être récupérées au bas Moyen-Âge, enfin au haut Moyen-Âge plutôt, et pendant tout le Moyen-Âge pour des constructions, pour faire de la chaux, pour arranger des routes, voilà. Donc ce temple a pu complètement disparaître. Il reste pour l'instant que la passion de la recherche. Donc le problème, c'est de savoir de quelle embouchure il s'agit. Il y en a eu plusieurs. On a tantôt pensé que c'était plutôt du côté de Fos-sur-Mer,
Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les vestiges de cet avant-port portuaire maritime d'Arles, qui est au Saintes, et ce grand nombre d'épaves, on avait là une embouchure très utilisée, très fréquentée par les Grecs. Et donc ça pourrait très bien se situer ici. Reste à trouver maintenant un temple, sans doute de petite taille par rapport au modèle oriental, et qui a pu être cannibalisé par toutes les autres constructions à l'époque antique déjà, au moment où ce temple s'est retrouvé les pieds dans l'eau, parce qu'effectivement le Rhône s'est arrêté de couler et que la mer a repris ses droits. Donc des recherches qui se poursuivent avec beaucoup de passion, mais pour l'instant pas vraiment beaucoup de témoignages concrets. Un beau musée tout neuf, tout bleu, les teintes de la Méditerranée à différentes profondeurs, met en valeur le riche patrimoine mis au jour au large du village grâce aux fouilles sous-marines menées par Luc Long et son équipe depuis près de 40 ans. Les nombreuses explications très claires, les objets et les cartes nous permettent d'avoir une idée précise de l'importance de ce littoral à travers les siècles. Tout cela nous aide à comprendre, en premier lieu, comment le vin a été le moteur essentiel du développement du commerce méditerranéen. Les vins de Grèce et d'Orient, très prisés, ont beaucoup voyagé, et les bateaux les transportant ont tracé les premières routes maritimes, notamment celles qui menaient au Rhône. Les très nombreuses amphores qui ont été retrouvées au large des Saintes-Maries en font foi. Par la suite, les marchandises se sont diversifiées. De nombreux matériaux ont été retrouvés sous les eaux et le sable. Blocs de marbre et céramique, qui ont le mieux résisté à la corrosion, mais aussi des matières métalliques, lingots de plomb, de cuivre ou d'étain, et des produits manufacturés, objets d'art, instruments de navigation et objets de la vie de tous les jours sur les bateaux. À l'étage, on trouve une présentation de maquettes de bateaux maritimes et fluviaux. Elle pourrait être complétée par les barques aux voiles latines qui ont sillonné la région pendant des siècles, peintes et dessinées par Van Gogh lors de son séjour en juin 1888. Elles ont fait connaître le nom des Saintes-Maries dans le monde entier. Le long de la promenade de la mer, un parcours Van Gogh présente d'ailleurs les 3 peintures de ces barques qu'il a réalisées. Une aile du musée, sur fond rouge, est consacrée à Folco de Baroncelli, un disciple de Frédéric Mistral, qui a codifié certaines traditions camarguaises en les intégrant à la culture provençale. Sont présentés des meubles, des objets, des photos de maisons de gardiens, de leurs chevaux, est également évoqué son grand respect du peuple gitan, grâce auquel il a obtenu la permission de célébrer le pèlerinage et la procession de Sainte-Sara. Ce musée va terminer par la période de Baroncelli et il reprend aussi la vie de ce grand conteur de la Provence, mais qui s'est aussi intéressé aux bateaux, notamment lors du naufrage du paquebot le Russie au début du XXe siècle. Et il va écrire un magnifique poème sur les sauveteurs qui ont permis aux rescapés d'arriver jusqu'à la côte grâce à leur barque. Et donc c'est très commun entre justement cette histoire maritime et ce grand fait libre de Camargue. La richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel, et la Camargue de ces dernières décennies, y sont également bien illustrées. Ce musée d'histoire maritime propose ainsi une visite à la fois agréable et bien documentée. À la fin de celle-ci, quand on se retrouve dehors face au port et à la mer, l'on ne peut s'empêcher de penser à toutes les richesses qui sont encore enfouies devant nous.